Bonjour et bienvenue sur ce webinaire consacré aux actualités sociales et juridiques du mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, vous avez la petite synthèse avec les références des différentes jurisprudences que je vais évoquer dans l'onglet fichier. Vous avez un petit A en rouge là qui s'affiche en bas de votre écran. Donc, vous pouvez récupérer cette synthèse. Vous pouvez me poser vos questions au fur et à mesure via la petite capsule de chat en bas de votre écran. Vous tapez votre message, comme ça je le lis en temps réel et puis je peux vous répondre. J'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez bénéficier gratuitement d'une permanence spécifique pour les élus du CSE où on prend rendez-vous en ligne et puis vous me faites part d'une situation que vous rencontrez pour qu'on puisse débriefer ensemble et que je puisse vous apporter les premiers éléments d'aide et d'accompagnement. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter nos équipes si vous avez des questions complémentaires ou des besoins en particulier. Alors, je voulais commencer ce webinaire avec un petit rappel sur les informations consultations. Si vous êtes élu CSE d'une structure de plus de 50 salariés, vous allez être sollicité. Et il y a des nouvelles négociations, en tout cas des actualisations concernant les négociations à partir de 2026, notamment sur la thématique rémunération, temps de travail et partage de la valeur. Donc, dans les entreprises de plus de 50 salariés qui ont un DS, normalement, cette négociation-là se fait de façon annuelle. Il peut y avoir un accord qui déroge et qui prévoit que ce soit tous les 2 ans, tous les 3 ans, dans la limite de tous les 4 ans. Et là, concernant cette thématique-là, il va falloir donc avoir des informations sur les salaires, les effectifs, le temps de travail, l'organisation, les heures supplémentaires et toute la partie intéressement, participation, épargne salariale. Donc, c'est un thème de négociation qui doit être abordé donc avec vous. Et la nouveauté 2026, alors on attend encore des précisions, mais c'est la transposition de la directive européenne concernant la transparence salariale. Il va y avoir une exigence, notamment concernant les critères de rémunération qui doivent être objectifs. Donc, on va devoir vous présenter. Il va y avoir une présentation aussi concernant la cohérence entre les différentes classifications, salaire, pratiques réelles et tout ça, et la traçabilité des décisions salariales qui va être indispensable pour vos NAO. Voilà, donc on attend un petit peu plus de précision parce que cette directive-là, elle n'est pas encore transposée en droit français. Le gouvernement s'est engagé à ce que ça soit fait dans l'année. Ils avaient prévu que ça soit fait au printemps, puis finalement, ça a l'air d'être un petit peu reporté à cet été. On reste sur les alertes pour pouvoir vous en dire plus en temps réel. Autre thème de négociation, c'est toute la partie égalité professionnelle et QVCT, qualité de vie au travail et conditions de travail. Toujours pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont un DS. La périodicité de cette négociation, elle est annuelle et elle peut aller jusqu'à 4 ans par accord. Et là, ça va être toute la partie égalité homme-femme sur la partie égalité professionnelle, donc égalité concernant la carrière, mais aussi concernant les rémunérations. Tout ce qui est aussi articulation entre vie professionnelle et vie privée, les conditions de travail, la santé physique et mentale. Et là, on a encore cette fameuse directive européenne sur la transparence salariale, où on vient renforcer en fait l'analyse des écarts de rémunération. Donc, toujours pareil, c'est en attente de transposition au niveau national. Il doit y avoir un alignement de l'index égalité, classification, pratique, donc une harmonisation entre les hommes et les femmes et tout au long de la carrière, avec un risque de plus en plus accentué, on va dire, de contentieux s'il y a des incohérences. On commence à avoir un petit peu de jurisprudence et de contentieux là-dessus. Une fois que la directive européenne va être transposée, on aura aussi de plus en plus de contentieux forcément. Autre thématique de négociation, c'est l'emploi des salariés expérimentés. Là, ça va concerner uniquement une obligation pour les entreprises de 300 salariés et plus qui ont un DS. Et c'est une obligation de négociation au moins une fois tous les 4 ans.
ça va être les thématiques autour du maintien dans l'emploi, du recrutement des seniors, des formations et parcours de fin de carrière, de la transmission des compétences et aussi de l'aménagement des fins de carrière. Ça, c'est une loi qui a été promulguée, c'est la loi sur l'emploi des seniors de octobre 2025, qui vient donc rendre une négociation obligatoire et spécifique sur le sujet dès 2026. On attend encore le décret pour avoir un petit peu des précisions. Vous avez vu que, avec toutes ces lois et la loi de finances qui a été suspendue, c'est un peu décousu là cette année en termes de vote et en termes de publication de décrets et tout ça. Pour autant, c'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux. Donc, toute la partie obligation de négociation, toute la partie fin de carrière, employabilité, transmission. Donc, ça devient vraiment des sujets centraux de négociation. Et la partie croisement sensible entre l'âge, la rémunération, la classification. Il doit y avoir un accompagnement des seniors. Et à ce titre-là, d'ailleurs, on propose des accompagnements concernant le départ à la retraite, aussi bien du côté entreprise que du côté salarié, parce que c'est quelque chose qui se prépare d'un point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue psychologique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'éclaircissement. Et dernier thème de négociation, c'est la partie GEPP, la fameuse gestion des emplois et des parcours professionnels. Là, pareil, ça concerne toujours les entreprises de 300 salariés et plus qui ont un DS, avec une obligation donc de négociation au moins une fois tous les 4 ans pour anticiper donc les emplois et les compétences, de façon à ce que tous les salariés soient toujours maintenus dans l'employabilité et dans le développement de leurs compétences par rapport à votre activité économique, au marché que vous scrutez. Toute la partie mobilité interne, formation et possibilité de reconversion, et surtout un appui sur tout ce qui est emploi sensible. Donc là, ça va être la fameuse transparence salariale plus la loi senior qui est venue accentuer donc toute cette partie négociation autour de la GEPP, avec l'anticipation des départs et des compétences critiques, la sécurisation des emplois seniors et des justifications objectives sur les évolutions de carrière. Donc, voilà un petit peu toutes les thématiques que vous allez être amenés à aborder au cours de l'année 2026 en fonction donc de l'effectif de votre structure. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précision pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous rejoindre que vous pouvez récupérer la synthèse écrite dans l'onglet fichier. Vous aurez toutes les références de loi et de jurisprudence. Alors, en matière de jurisprudence, on a une jurisprudence récente qui date de la semaine dernière qui vient nous rappeler en fait que un salarié qui est en accident du travail ou en maladie professionnelle bénéficie d'une semi-protection en fait en matière de licenciement. L'employeur peut rompre le contrat, mais uniquement en cas de faute grave. Et donc, faute grave survenue forcément avant l'accident du travail ou la maladie professionnelle et dont l'employeur a eu connaissance, même si l'employeur en a eu connaissance pendant la période d'arrêt. Donc, soit il en a eu connaissance avant et puis le temps de la procédure et tout ça, il y a le licenciement pour faute grave. Soit il en a eu connaissance pendant l'accident de travail ou la maladie professionnelle et il peut engager la procédure uniquement si les faits avérés et prouvables constituent une faute grave. Ou alors en cas d'impossibilité de maintenir le contrat, mais pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, sinon ce serait discriminatoire forcément. Et il faudra donc en cas de contentieux prouver qu'effectivement il n'y a aucun lien entre l'impossibilité de maintenir le contrat de travail et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Là, dans ce cas-là, on avait l'affaire du fait de ne pas pouvoir maintenir le contrat parce que l'absence en fait désorganisait l'entreprise, portait préjudice à la productivité de l'entreprise de façon avérée. Donc, et il y avait la nécessité de pourvoir durablement à ce poste stratégique dans l'entreprise. Donc ça, c'est un arrêt récent, c'est un arrêt du 21 janvier que vous pouvez donc retrouver dans la synthèse. On a un arrêt aussi du 14 janvier cette fois-ci qui vient nous rappeler les procédures et surtout les obligations de l'employeur en cas d'alerte pour harcèlement, que ce soit du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel. Je vous rappelle
je vous rappelle que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés et qu'à partir du moment où il a connaissance de faits ou de suspicion, en tout cas de harcèlement, il doit tout mettre en œuvre pour arrêter cette situation et faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc déjà, en amont de tout ça, ça passe par toutes des parties anticipation, sensibilisation, prévention. Et quand bien même ça ne suffirait pas, une fois que la situation, malheureusement, se crée et présente dans l'entreprise, il faut absolument tout faire pour l'éteindre et il faut assurer un suivi de façon à ce que ça ne se reproduise plus non plus. Et quand une situation donc, de harcèlement se crée, on pense souvent à l'enquête, parce que l'enquête, c'est un bon outil, c'est un élément de preuve qui permet en plus de respecter le principe du contradictoire et qui permet d'avoir un ensemble d'indices, de preuves et tout, permettant ensuite de définir, de conclure de façon efficace si il y a bien eu harcèlement moral ou harcèlement sexuel, dans quel contexte et tout ça. Sauf que aucun texte ne définit clairement que l'enquête doit se faire, que l'enquête est obligatoire. L'enquête, c'est un élément de preuve, oui, mais par contre, elle n'est pas forcément obligatoire. Donc, il faut faire... c'est très important d'avoir cette notion-là, parce qu'il peut y avoir d'autres outils, il peut y avoir d'autres éléments qui sont mis en place par l'employeur, qui vont être analysés par les juges comme respectant son obligation de sécurité. Il aura rempli tous les critères pour remplir donc son obligation, même s'il n'est pas passé par la case enquête. Bien sûr que c'est un des outils les plus efficaces, donc on recommande fortement de le faire, parce que quand bien même les juges peuvent considérer que même sans enquête, l'employeur n'a pas failli, il ne faut pas oublier non plus que l'obligation donc, de sécurité de l'employeur pourrait être reprochée aussi si le harcèlement bascule en accident de travail. Et là, ça va être plutôt la sécurité sociale qui va prendre le relais, et notamment le tribunal judiciaire qui pourrait reprocher à l'employeur de ne pas avoir agi ou réagi lorsque la victime invoquera donc une faute inexcusable de l'employeur. Donc forcément, l'enquête, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très fortement recommandée d'un point de vue aussi bien code du travail, on va dire, droit du travail, que d'un point de vue administratif avec la Sécu. Donc, et forcément, vous, élus du CSE, vous pouvez être amené à participer à cette enquête, voire même à la proposer. S'il y a un danger grave et imminent révélé par la situation, vous pouvez aussi demander à ce que l'enquête soit exercée par un prestataire externe, financé par l'employeur, voire même faire une demande d'expertise. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure, de façon à ce que je ne perde pas le fil de vos questions. Alors, là, j'ai une première question concernant le harcèlement moral de la part de la DRH. Comment ça se passe? Alors, c'est pas parce que... Alors, à du harcèlement concernant un élu du CSE et un délégué syndical. Donc déjà, il faut faire très attention aux définitions juridiques. De ne pas employer le mot harcèlement si, juridiquement parlant, il n'est pas prouvable ainsi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un souci, qu'il n'y a pas peut-être du RPS, qu'il n'y a pas une forme de pression, sans forcément que juridiquement, ça se rattache à la définition du harcèlement. Donc, l'enquête peut être un très bon outil là-dessus. Ensuite, il faut vous renseigner pour savoir si dans votre structure, il existe déjà un process, une alerte, un signalement en cas de harcèlement. Et quelle est donc la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Avec qui? De façon à ce que vous respectiez ce qui existe peut-être déjà dans l'entreprise. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas parce que potentiellement c'est la DRH qui est mise en cause que ça éteint ou que ça évite toute enquête ou toute décision, puisque le CSE en assemblée générale extraordinaire peut demander une enquête, où la direction peut se saisir de son droit de faire une enquête, ou en tout cas d'utiliser certains outils qui vont respecter le principe du contradictoire, qui vont respecter aussi l'impartialité, parce que la commission de pilotage ou la commission de suivi de cette situation peut être composée d'autres membres de la direction que la DRH ou le DRH.
Donc, vous pouvez prévoir que dans la commission va participer un représentant de l'employeur ou alors l'employeur directement, sans forcément que ça soit la DRH. Ou alors, c'est quelque chose qui peut être externalisé. Donc, ne vous fermez pas à l'idée ou à la suggestion d'action si vraiment voilà il y a des faits avérés parce que c'est la DRH. Voyez comment est constitué votre organigramme et encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter dans le cadre donc de la permanence juridique ou pour toute autre demande d'accompagnement, de façon à faire les choses les plus protectrices possibles pour vous, sans que ça puisse effectivement vous retomber dessus et en protégeant aussi l'ensemble des salariés et en rappelant à l'employeur son obligation de sécurité, quand bien même ça serait des fonctions de support qui seraient mises en cause. Je continue donc avec la suite des jurisprudences. On a un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier, donc c'est pareil, c'est très récent, qui vient nous rappeler que, donc vous savez très bien maintenant que même quand on est en arrêt maladie, on continue d'acquérir des congés. Quand on est en arrêt maladie de droit commun, on continue d'acquérir un plafond annuel, on va dire, de 24 jours. Et ce plafond, il se calcule uniquement avec la période d'arrêt maladie. On ne doit pas tenir compte de congés antérieurs qui auraient été reportés pour atteindre ce 24 jours. C'est vraiment sur l'année, sur la période de référence, on voit jusqu'à quel point on acquiert ou pas les jours au titre donc des congés payés pendant un arrêt maladie. Le plafond annuel, il est de 24 jours, quel que soit le report ou le compteur de congés payés antérieurement acquis. On ne peut pas dire on atteint les 24 jours, mais on va déduire en fait les congés qui ont été reportés. Voilà, ça c'est pas légal. Et concernant toujours donc ces congés, là je parle uniquement donc de congés payés acquis pendant un arrêt maladie de droit commun, c'est-à-dire d'origine non professionnelle ou un accident de travail. Quand c'est un accident du travail, ou une maladie professionnelle, on continue d'acquérir 2 jours et demi en jours ouvrables, bien sûr. Là, c'est la limite de 24 jours, c'est quand on n'acquiert que 2 jours par mois. Petite nouveauté pour les stagiaires, on a des précisions qui sont apportées dans un arrêt de Cour de cassation du 7 janvier. Un même stagiaire ne peut pas rester dans une entreprise plus de 6 mois par année d'enseignement. Là, je parle vraiment de stagiaires, attention, pas d'apprenti, pas de contrat pro. On a une convention de stage entre une école et l'entreprise. Et quand bien même il y aurait plusieurs conventions de stage, ça ne doit pas amener à ce que le stagiaire soit présent plus de 6 mois donc par année d'enseignement dans une entreprise. Je reviens ensuite sur la partie périodes d'absence qui sont assimilées à du temps de travail et notamment pour le décompte des heures supplémentaires. Parce que depuis plusieurs années, donc on a plusieurs précisions qui sont apportées, soit par une circulaire DRT donc de 2000, soit par des arrêts de Cour de cassation. Et on en a aussi un récent donc du 7 janvier qui est venu encore asseoir les heures qui correspondaient ou pas à du temps de travail effectif pour déterminer en fait si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires était atteint ou non. Donc dans cet arrêt du 7 janvier, on est venu nous dire que toutes les heures sur une semaine, parce que vous savez que les heures supplémentaires se calculent sur la semaine, donc de façon hebdomadaire, si sur cette semaine, vous avez eu des jours de congés payés, les heures qui correspondent aux congés payés doivent être prises en compte pour déterminer si le seuil de déclenchement des heures sup est atteint ou non. Ça, c'est un arrêt de Cour de cassation du 7 janvier 2026. On avait un arrêt déjà de Cour de cassation du 10 septembre 2025 qui venait confirmer qui est venu déjà poser cette règle pour les congés payés. Et du coup, je vous rappelle que par contre, quand on est sur un jour de férié chômé, là, c'est pas assimilé. Ces heures-là ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. C'est un arrêt de Cour de cassation de 2012 qui était venu poser ce principe-là.
Par contre, donc, comme je vous disais, les heures au titre des congés payés sont prises en compte et assimilées à du temps de travail effectif. De la même façon que les heures prises en contrepartie obligatoire en repos ou les repos compensateurs de remplacement. Attention, ce sont deux notions juridiques différentes. Par contre, tout ce qui est absence, congé sans solde, maladie, jour de RTT et formation hors temps de travail, ça, ce n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Les congés pour événements familiaux, oui, c'est considéré comme assimilé à du temps de travail effectif. Donc faites attention parce que selon les situations dans lesquelles vous êtes, toujours pareil avec une analyse sur la semaine, vous pouvez avoir des heures qui sont assimilées ou non à du temps de travail effectif et qui va faire que vous avez un seuil de déclenchement pour les heures supplémentaires qui va être atteint ou non. Donc c'est important d'avoir ces précisions-là. Je voulais ensuite revenir sur le droit à la déconnexion. Je vous rappelle qu'il y a une loi qui date de 2017 qui rend obligatoire donc le droit à la déconnexion, qui donne un certain cadre concernant cette loi à la déconnexion. Et le 4 décembre dernier, on a le ministère du Travail qui a mis en fait en ligne sur son site une fiche pratique relative au droit à la déconnexion pour faire une piqûre de rappel aux employeurs en la matière. Et pour donc rappeler aux employeurs, aux élus du CSE et aux salariés ce fameux droit à la déconnexion. Je vous rappelle que le droit à la déconnexion, c'est le fait de ne pas recevoir de mails ou de SMS en dehors de temps de travail pendant ces temps de repos ou de suspension du contrat de travail pour avoir un droit à repos qui est respecté. Et donc là, on rappelle l'importance donc du droit à la déconnexion, l'importance d'avoir une charte aussi ou un accord collectif qui prévoit les contours et tout ce qui est mis en place pour respecter ce droit à la déconnexion en entreprise. On fait attention parce qu'il peut y avoir des risques d'amende si jamais cette obligation n'est pas remplie ou si l'employeur a manqué à son obligation de négocier concernant le droit à la déconnexion. Et dans les entreprises de plus de 50 salariés, c'est même une charte ou des mesures qui peuvent être annexées au règlement intérieur. Donc, on fait attention. Pour autant, il y a toute une partie droit à la déconnexion qui est en vigueur, même si on n'a pas atteint l'effectif de 50 salariés. Le droit à la déconnexion, il est valable pour toutes les structures. Il y a par contre des obligations de négocier et des spécificités dans les entreprises de 50 salariés et plus. Voilà. Je viens vous rappeler en tant qu'élu du CSE que dans les entreprises de plus de 50 salariés, vous avez un budget ASC, le budget concernant les activités sociales et culturelles, qu'il y a eu des particularités qui ont été invoquées concernant ces fameuses ASC et notamment des critères d'ancienneté. L'URSSAF est venu rappeler que le critère d'ancienneté était un critère discriminatoire, qu'on ne pouvait pas du coup subordonner les ASC et surtout le fait d'être évincé du droit aux ASC selon un critère d'ancienneté. Il y avait une tolérance jusqu'au 31 décembre 2025 pour que les CE et les CSE se mettent en conformité. Là, l'URSSAF a prolongé en fait cette tolérance jusqu'au 31 décembre 2026. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre la dernière minute pour vous mettre à jour. Je vous conseille fortement déjà de supprimer tout critère d'ancienneté qui viserait à exclure une partie des salariés. Vous pouvez éventuellement ventiler les montants. Ça veut dire qu'il doit y avoir des critères objectifs et des critères connus et diffusés à l'ensemble des salariés. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, un critère il faut que tu aies au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise pour avoir droit aux ASC. Ça, c'est discriminatoire. Hop. Dernier point que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est concernant la loi de finances 2026. Elle devait être votée en fin d'année. Il y a eu des petits couacs, on va dire, qui fait qu'elle n'a pas pu être votée. Donc, attention aux amalgames et aux confusions. Toutes les mesures ne sont pas encore votées. Il y a des mesures qui sont passées. Il y a des mesures qui sont passées, mais que partiellement.
Il y a des mesures qui ne sont pas encore votées du tout. Donc, on fait très attention. Par exemple, le nouveau congé de naissance, il est rentré en vigueur, il n'y a pas de souci. Il est rentré en vigueur, normalement, il devait être en vigueur dès janvier 2026, mais la sécurité sociale a besoin de temps pour mettre ça en place, donc il sera mis en œuvre qu'à partir du 1er juillet 2026, et il concerne le fait donc de porter le congé de naissance de 1 à 2 mois. Et sa mise en œuvre, par contre, sera effective, donc je vous dis qu'à partir de cet été. Donc, on fait par exemple attention à ça. On fait attention aussi aux ruptures conventionnelles. Les cotisations sont portées de 30 à 40%. Ça, c'est déjà effectif. Le vote concernant les aides pour l'apprentissage et les contrats pro, par contre, sont suspendus. Donc, pour l'instant, il n'y a plus d'aide pour l'apprentissage. Donc, on fait attention aussi à cette partie-là. Les contrats qui étaient déjà en vigueur en 2025 et tout ça se poursuivent, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui pourraient être signés là sont dans les premiers mois de l'année 2026. On pourrait avoir des surprises. Donc, faites super attention à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a toute la partie retraite, réforme sur les retraites, carrière longue et tout ça qui sera en vigueur qu'à partir de septembre 2026. On attend encore pas mal de précisions en la matière. On a une réforme sur les arrêts de travail et les nouvelles dispositions concernant les arrêts maladie, qui va pouvoir les prescrire, pendant quelle durée, quelles vont être les mentions obligatoires. Là, pareil, il y aura une entrée en vigueur à partir de septembre 2026. Et tout le reste, voilà, c'est quelque chose qu'on suit. Donc, si vous avez un doute sur des mesures que vous avez vues passer, n'hésitez pas à bien vous renseigner, parce que toutes les mesures n'ont pas encore été votées, ou alors le sont, mais que partiellement. Donc, on peut être en attente de transposition ou en attente de décret. Je vous rappelle aussi qu'au 1er janvier, le SMIC a augmenté, et uniquement le SMIC. Donc, on est sur du 12,02 € brut de l'heure, pour une base de 35 heures, qui porterait du coup un salaire mensuel de 1823,03 €. Ça, c'est uniquement le SMIC. Ça veut dire que si vous êtes au-dessus de ce salaire de base, on n'est pas obligé de vous augmenter, ou on n'est pas obligé de revoir vos salaires. Beaucoup de conventions collectives se servent de la renégociation du SMIC pour renégocier elles-mêmes ce qu'on appelle les minima conventionnels. Mais à partir du moment où les salaires minimums de la convention collective sont déjà au-delà du SMIC, il n'y a pas d'obligation de renégocier ou d'augmenter. Vous, ça peut être par contre un effet levier pour vous en tant qu'élu du CSE, pour essayer d'améliorer les conditions de travail, le pouvoir d'achat et tout ça, sans que ça oblige l'employeur à se mettre en conformité. Par contre, il peut y avoir un audit, une vérification que tous les salaires, toutes les classifications soient bien au-delà du SMIC, puisqu'il y a certains éléments de rémunération qui sont pris en compte ou pas pour savoir si le SMIC ou si le minimum conventionnel est atteint. Voilà, j'ai fait le tour pour ma part sur les dernières actualités. N'hésitez pas encore une fois à contacter nos équipes si vous avez besoin de précision ou d'accompagnement complémentaire, à récupérer donc la petite fiche de synthèse, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire consacré aux actualités sociales et juridiques. Suivez notre actualité sur notre site internet pour connaître toutes les dates pour vous inscrire. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt.